Allez, chaud pour le marathon là, vous êtes prêts? Qui c'est qui le lit là en ce moment, le marathon? Qui c'est qui le suit? Ça me fait plaisir quand vous me dites là que vous lisiez avec moi et tout. Ça c'est cool. Parce que des fois j'ai souvent des petits commentaires en décalé sur les replays qui me disent justement je suis en train de les lire et tout, je redécouvre et compagnie. Et ça fait plaisir, franchement c'est cool. N'hésitez pas à vous manifester. Alors la dernière fois, on avait fini Poséidon. Poséidon, petit combat en 4 tomes, très sympathique finalement Poséidon, mais on sentait que Poséidon c'était une marche intermédiaire pour balancer Hadès. On sentait que là Poséidon c'était pas encore comment dire le boss final. Ça va être Hadès le boss final réellement. Donc Wariba, t'as essayé déjà. Bravo Wariba, moi je t'ai dit bravo. Mais t'inquiète pas, tu vas découvrir la suite ce soir là-dessus. Alors, fais-ton vexer, Boris. Ça me plaît quand tu fais ton vexer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce volume 15? Donc, on commence avec donc, le vieux maître qui a donc 243 ans, avec pas mal d'arthrose, hein, je vous rappelle. Il n'a pas bougé, hein, 243 ans. Je pense qu'il a les fesses sclérosées, hein, parce qu'il est resté assis tout ce temps-là. Et il découvre que le sceau d'Athéna se brise. Et donc, une nouvelle guerre sainte commence, la vraie guerre sainte, puisque comment s'appelle, les 12 maisons, c'était pour tester les chevaliers. Poséidon, on l'a réveillé trop tôt, mais là ça, c'est le vrai truc. C'est pour ça que le petit vieux, il était là, tout simplement. Et donc, c'est le champignon lui tout seul, exactement. Et donc, ben, c'est juste après la bataille, hein, et les spectres arrivent. Donc, vous voyez les magnifiques spectres qui sont là, mais ce sont surtout des ombres. Et il y a un spectre particulier qui s'approche de Mu, donc le chevalier du bélier, et là, ben, Mu se prosterne devant lui, et on se demande donc qu'est-ce qui se passe. Et il lui ordonne de ramener la tête d'Athéna. Et donc dans la tête d'Athéna, de quel Mu apparemment ne peut pas se soustraire face à cet ordre. Donc on ne sait pas qui il est. Dans le cimetière ouvert qui est le sanctuaire, eh bien, en fait il y a plein de chevaliers qui ont été déterrés, des tombes vides. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des chevaliers d'or qui sont passés à la solde d'Hadès. Donc il y a Desmas et Aphrodite qui sont là. Il y en a un troisième, là, je ne sais plus lequel c'est. Et ils n'ont pas leur armure d'or, mais ils ont ce qu'ils appellent les surplis, ou surplices, je ne sais pas comment on dit. Et donc ce sont des armures d'Hadès, en fait. Ce sont des armures noires, des armures d'Hadès. Et donc là, commence à se fighter un petit peu. Et Mu bon, ben, se protège avec un Crystal Wall, parce qu'on ne connaît pas trop les attaques de Mu en fait. Hein. Ça y est, c'est là où on va commencer à le faire. Donc c'est un mur qui est indestructible. Et donc ils vont un petit peu se battre avec Aphrodite, etc. Pendant ce temps-là, on a ben, le petit vieux qui quitte les cascades. Parce qu'il ne veut pas impliquer donc tous nos chevaliers qui sont en train de se reposer. Et là aujourd'hui, il considère que c'est aux chevaliers d'or de prendre le relais et donc exit Seiya et compagnie. Donc on a quand même toujours le combat qui continue. On a un spectre qui détruit le mur de Mu, mais Seiya arrive en sauveur, parce que même si on veut pas de lui, Seiya, lui, il vient à la soirée, peu importe, et il vient les mains vides, c'est pas grave, mais il est là. Et donc il est là pourquoi? Parce qu'il venait voir Marine, parce que rappelez-vous, il a un doute à savoir si justement Marine est sa sœur, et donc il était venu voir Marine en Grèce, bonne excuse de Kurumada, pour mettre Seiya directement. Et donc là Seiya ben, comprend qu'il y aura donc une bataille qui s'annonce, hein, clairement, mais Mu lui dit écoute dégage petit là, c'est plus ton périmètre, c'est moi le chef, va-t'en. Donc ben, il y a Shiryu qui aveugle, qui cherche son maître. On a Yoga pareil, donc qui pense aux autres, et Shun pareil, qui sont en train de penser un petit peu à tout le monde. Mais sauf que Athéna a ordonné de ne pas s'approcher du sanctuaire. Et, euh, et oui, ils sont tous frères et sœurs, effectivement. Hein. Je rappelle. Donc là, bon, il y a Desma qui fait un petit peu son malin contre Seiya, Seiya qui le défonce et vice-versa. Bref, en tout cas, il y a des petits trucs comme ça.
Et en réalité, c'est Mu qui attaque Seiya par derrière et qui dit écoute, dégage mon petit, allez, tu vas-t'en, tu t'en vas. Sinon, on a encore du combat, vous voyez, Mu qui défonce Seiya. On a les Gold là qui se déchirent entre eux. Il y aura pas mal de choses comme ça. Et on a surtout 3 nouveaux spectres qui arrivent. Et ce sont d'autres. Ça sera d'autres Gold en fait encore. Donc qu'est-ce qui se passe? Je continue des combats. Parce que là il y a Saga qui est arrivé. Avec l'âme de Saga qui pleure. Donc on sent qu'ils sont du côté d'Hadès. Mais il se passe un petit truc quand même. C'est pas aussi simple. On a Yoga qui est arrivé. Enfin Yoda pardon qui est arrivé. Donc Yoda est là. Vous voyez, avec son petit truc. Mais là, attention, donc Doko, en réalité, il reconnaît Sion, qui est l'ancien chevalier d'or du bélier dans la précédente bataille, mais surtout qui était le précédent grand pop. Donc c'est pour ça que Mu devait se prosterner devant lui, tout simplement. Donc Doko libère Mu pour qu'il puisse aller sauver Athéna, enfin en tout cas la protéger, et il active l'horloge parce que en réalité ces ombres-là n'ont que 12 heures de vie sur Terre. Et c'est là où on découvre un des premiers généraux des juges de l'enfer qui est Radamante. Et donc Radamante, lui, il est pas très sympa. Par contre, vous voyez l'armure là, Kurumada, il se fait plaisir. Hein. Là, c'est de la méga armure. Dans Hades, je veux dire c'est le défilé. Hein. C'est le défilé des armures. Il rentre plus dans les cases. Bon, il met la patate aux chevaliers là qui sont rangés du côté d'Hadès pour les jeter dans le trou pour retourner en enfer parce qu'ils s'en foutent. Et on découvre Pandora, qui est la Seorikido Black. Hein, donc on a ce personnage qui va être le bras droit de Hades. On la voit en train de jouer, donc c'est Morticia Adams. Voilà, vous l'avez, elle est là, le bras droit d'Hadès. Là, on découvre les personnages, donc l'auteur, il s'amuse à faire des va-et-vient en permanence entre les différents personnages, mais en gros, on a Mu qui arrive dans le temple du taureau, qui est mort debout, qui a été tué par ce spectre, qui s'appelle le Niopé de Deep. Alors, rien de particulier, on découvre d'autres spectres comme Zelo the Frog. Il donne envie, hein. Je veux dire vraiment, là, c'est vraiment le truc, tu as juste envie d'y mettre des baffes, quoi. Donc ils se battent, etc. Sauf qu'il y avait encore l'âme du taureau qui défonce le guerrier, et puis Mu peut continuer, il se dirige vers le Gémeaux. Et donc, on a les 3 autres chevaliers qui sont censés aller tuer Athéna, donc ils commencent à remonter, puisque, comment ça s'appelle, tout à l'heure j'ai dit ils étaient 6, hein. On en a 3 qui ont pris de l'avance. Et donc, Shura, je sais plus, c'est pas Canon, c'est le truc des Gémeaux, j'ai perdu son nom, Saga, et le Verseau, donc là, sont déjà face aux Gémeaux. Donc, ils se battent et on voit qu'en fait, l'armure est vide. On continue, il refait un petit peu le coup des 12 maisons. Donc, en fait, dans ce passage-là, on a un peu l'impression d'avoir une redite de ça, et en fait on a Canon, donc Canon qui est le frère jumeau qu'on a découvert pendant la partie Poséidon, mais on a Milo du Scorpion qui ne lui fait absolument pas confiance, donc il le met au défi, et l'autre il se laisse fracasser par le Scorpion. C'est vrai qu'on a besoin de tuer des hommes à ce moment-là du côté d'Athéna, mais bon, il fallait prouver ça, et finalement mais il le laisse en vie, et c'est bon, il a prouvé sa valeur, comme quoi il est du côté d'Athéna, et il retourne dans son propre temple. Voilà, ça c'est quand il met la misère. Donc sinon, on a les autres qui arrivent dans le temple du cancer, et ils découvrent donc le passage qui est déjà ouvert vers les enfers. Ils détruisent l'illusion avec toujours des mains en l'air avec des bêches-pages doubles. Et là, vous voyez, on voit, franchement, elles sont quand même très jolies, hein, les planches qui dessinent comme ça. Et en fait, ils se retrouvent donc dans la main de Bouddha, et il s'attaque donc du coup à Shaka, donc de la Vierge.
saccade de la Vierge. Pendant ce temps-là, bon, il y a les trucs de mort, etc. Je passe. Comment dire, la Vierge fait des attaques. Pendant ce temps-là, ben, ça chauffe entre Sion, donc l'ancien grand pop / chevalier d'or du bélier, et Doko. Mais Shiryu arrive. Voilà, Shiryu, c'est bon, on est sauvé. Fin du premier volume. On a Radamante, donc super armure, très belle. Seul cieux, les quand même bien travaillé. Et c'est tout pour ce volume. On passe au volume 16. Alors, volume 16, une petite planche du Shonen Jump de Poséidon. On a Doko qui met la misère à son élève, comme d'hab. Et en fait, tu lui dis, non mais attends, c'est bon là, laisse-moi faire là, c'est mon tour. Et il commence à rentrer en scène. Ils se battent. Donc vous voyez, là, c'est deux gros chevaliers d'or hyper balèzes. Et le truc, c'est que ça peut durer longtemps aussi, hein, ce genre de bataille. Et en fait, donc on voit sa super attaque et tout ça. Ils se battent, etc. Donc c'est quand même cool de voir le vieux maître se battre. Ça fait longtemps qu'on attendait qu'ils se battent, surtout qu'on ne l'avait jamais vu en animé. Et là, c'était quand même nouveau à l'époque. Donc c'était très cool. Ils se battent, etc. Il y a l'armure d'or de la balance. Alors on se dit, mais comment il va mettre cette armure d'or? Il est tout petit maintenant, ça ne marche pas. Et en fait, on apprend que Doko, c'était une cigale. En fait, il a ému. En réalité, il retrouve son corps de 18 ans. Parce que Athéna, après la fin de la première guerre, lui a accordé un truc particulier où son cœur va faire que, je crois, 100 000 battements par an, ce qui équivaut à un jour. Donc en vérité, depuis la dernière bataille, il n'a pris que 243 jours, tout simplement. C'est pour ça qu'il ne bougeait pas. Et Doko, on découvre le vrai Doko. On se dit, ah, mais c'est trop bien! Et on le voit en fait de l'ancienne bataille où il sort vivant avec Sion du Bélier. Donc ils se fight et en fait ils disparaissent. On le voit avec son armure. Donc première fois qu'on voit ça c'est quand même très cool. Ils se fight tous les deux et ils disparaissent ensemble. Ils s'évaporent dans le combat. Comme ça, pas besoin de savoir qui est le plus fort. Il n'y en a pas. Sinon, Mu arrive dans le cancer, puisque lui, il a du retard par rapport aux autres. Et là, il a un spectre qui est plutôt cool. Il a le spectre Pokémon qui est là, et un nouveau qui s'appelle Papillon, un nouvel ennemi qui apparaît. Et au début, c'est un Tadmorve, comme vous pouvez voir ici, qui se transforme en chenille, et ensuite qui se transforme en papillon. Vous allez voir ça. Alors là, vous voyez, il se fait gober en mode cocon. Shiryu, il passe dedans, il fait « Oh, il n'y a personne, c'est bien, je me casse », alors qu'on voit le cocon qui est ici. Donc bon, en même temps, il est aveugle. Allez, on va pas lui taper dessus. Et en fait, il y a tout le cocon là qui est en train de faire ça, enfin qui est en train de faire sa mue, et bim, on a le chevalier du papillon qui est quand même très cool. Moi, j'aime beaucoup son design, il est quand même très sympa. Et lui, c'est un combat de psychonésie, attention. Donc lui, voilà, ça va être des pouvoirs mentaux, il va pouvoir te contrôler. Et en gros, voilà, ils se battent, etc. Et des petits papillons, très jolis. Moi, j'aime beaucoup l'armure, le combat et tout. Franchement, elle est très, très sympa. Ils se battent, rien de particulier, puisque les combats, la Kurumada, vous connaissez, les mains en l'air, les doubles pages. Voilà, hein, mains en l'air, double page, ça, on connaît. Je continue. Donc c'est un combat voilà, qui est très classique. Mais Mu arrive à gagner, mais il gagne, mais par contre on voit que, parce que là il le terrasse ici, parce qu'en fait le Starlight Ascension il le fait 15 fois, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, change de technique. Et on voit qu'il y a un papillon qui continue à le poursuivre, donc il n'est pas encore réellement mort. Sinon, on a des spectres, les spectres arrivent dans le temple du lion, le lion leur met un petit peu la misère, et sur le chemin, Mu découvre qu'il y a des corps. Et ici, mais qu'est-ce que c'est? En fait, il y a des personnes qui ont pris la place de certains spectres à l'intérieur du groupe. C'est un peu foutraque, hein, il faut arriver à suivre. Mais on a sinon la constellation du ver, hein, ou des tentacules, ou du hentai au choix, vous préférez selon votre petit plaisir. Et on voit par contre que Aolia, il n'est pas très fan de bondage.
parce qu'en fait il explose. Voilà, le bondage c'est pas son truc. En tout cas, il n'était pas très consentant dans cette petite relation BL entre les deux. Et bien là, hop, il explose tout ça et le défonce directement avec les tentacules. Sinon, on a Shiryu qui arrive au temple, rien de particulier, et voilà, parce qu'il était passé il était passé quand même au cancer sans voir Mu et le cocon. Et Aolia reconnaît qu'il y a des spectres à l'intérieur et des cosmos qu'il connaît, et on ne sait pas encore qui c'est. Sinon, Shaka en fait laisse passer certains spectres mais détruit les autres. Alors, voilà, on voit son attaque très jolie. Je passe parce que rien de fou. Et donc ils se retrouvent face à face. Ils s'attaquent, donc pareil, donc cette planche sur le côté. Tournez la tête, je vous laisse regarder. Et donc là, il ouvre les yeux et on sait que quand Saka ouvre les yeux, attention. Fin du deuxième volume. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une remontée des 12 maisons et honnêtement, c'est un peu long. Je dois l'avouer. Là, Kurumada, il nous fait une... C'est cool de voir les Chevaliers d'Or, les attaques et tout ce qu'on veut, mais par contre, se retaper les 12 maisons là, c'est un petit peu long. Espérons qu'il n'aille pas jusqu'au bout, c'est ce qu'on se dit. Je vous montre un petit peu les armures. Ah, celle-ci, franchement, celle-ci, elle est très cool. Plein de couleurs, très très jolie. Voilà. Volume 17. On continue. Donc, pour continuer ce combat, Saka amène les 3 chevaliers d'or, traîtres, dans le jardin derrière le temple, puisqu'il y avait un petit jardin, et il avait son petit bout sa petite maison de campagne derrière le temple. Et il va les attaquer, il va les amener d'abord faire un petit pique-nique sous l'arbre là-haut, mais finalement, ils s'attaquent l'un l'autre, et ils vont priver de tous les sens les chevaliers, et il leur demande de faire l'attaque interdite, il les pousse à utiliser une attaque interdite, donc Saka, qui est Athéna exclamation, qui est une attaque combinée de 3 chevaliers d'or, mais s'ils utilisent cette technique, ils seront bannis à jamais d'être un chevalier d'Athéna. Parce que donc là, il les prive de tout leur sens. On explique un petit peu ce que c'est Athéna exclamation. Et voilà, privation du 5e sens, tout explose, machin, tout ce qu'on veut. Et là, ils font réellement le Athéna exclamation. Et donc, tout explose à ce moment-là, sort de petites bombes nucléaires derrière, une sorte de la puissance d'un Big Bang, ils disent. Mais il n'y a que le jardin qui est potentiellement détruit. Voilà, le jardin, là, il ne reste plus rien. Là, on dirait l'école emportée. Mais il reste ces 2 petits arbres. Et on a Saka qui va aller mourir, on va dire, sous ces 2 arbres et qui laisse un petit message en pétale qui distribue et Saka disparaît. Et c'est la fin de ce chevalier d'or qui s'est sacrifié pour Athéna et comprendre pourquoi pourquoi les chevaliers rebelles font ça. Alors je continue. Cette fois, on a donc Aolia, Mu et Shiryu qui se retrouvent face à face aux chevaliers, puisque maintenant c'est fini avec Saka. Bien sûr, Aolia est très en colère. Ils se battent. Je passe. On a donc Milo qui, pareil, les défonce. Il n'est pas content. Et on va se retrouver avec un Athéna exclamation d'un côté, mais un Athéna exclamation de l'autre. C'est-à-dire que Kurumada, là, direct, il y va, il monte. Il laisse pas le temps. Il laisse pas le temps. Et du coup, c'est une attaque double. Avec Shiryu qui va venir les aider. Et ça devient un peu n'importe quoi. On a du coup quand même, au bout d'un moment, Athéna qui est là-haut. Ils disent, bon, écoutez les gars, là, vous êtes en train de faire un peu de la merde. Venez. Puisque vous voulez me voir, venez. Donc Athéna aurait pu éviter tout ça, mais à chaque fois, elle attend le dernier moment. Elle est très sympa comme meuf. Après, il faut dire qu'on ne pouvait pas faire les autres maisons, puisque ce sont les chevaliers renégats. Donc, et finalement, ils ont quand même fait tous les chevaliers qui est resté. Alors du coup,
les chevaliers vont voir Athéna. Alors je passe un petit peu. Bon, on a Shun et Yoga qui arrivent sur place. Ils sont là, ils les ont amenés. Et Athéna décide tout simplement de se suicider. Tout ça pour ça. Elle se suicide après tout ça. Et là on se dit, mais c'est pas possible. Tu les laisses se tuer et maintenant tu te suicides. Donc Athéna est morte. Pour de vrai, elle est vraiment morte. Ça y est. Donc Pandora, elle, du coup, on lui a demandé de ramener la tête. Elle attend que ça. Donc, et Pandora, elle gronde Rhadamante, puisqu'il n'a pas respecté les conditions de ne pas envoyer des chevaliers supplémentaires sur Terre, etc. On a les chevaliers là qui ramènent le cadavre d'Athéna. On a Sion qui met un peu la misère aux chevaliers classiques, et qui est triste et qui pleure et tout ce qu'on veut, parce qu'en fait, révélation, ils étaient du côté d'Athéna, mais leur objectif, c'était de récupérer l'armure sacrée d'Athéna. Et donc, si on met du sang sur la statue d'Athéna, et donc du coup, ils vont pouvoir récupérer cette armure, et en même temps, voilà, et en même temps, il arrose, il éclabousse les armures donc des chevaliers, et ils ont une nouvelle armure. Voilà. Donc là, vous avez donc les nouvelles armures des chevaliers, qui ne seront pas les dernières, mais là, ils partent sur des nouvelles armures toutes belles, bénies par le sang d'Athéna. Parce qu'en fait, il a pris le sang d'Athéna sur le sol pour les arroser, si je ne me trompe pas. Sinon, on a les chevaliers qui arrivent devant Pandora, et en réalité, voilà, ils se battent un petit peu, etc. Et non, c'est pas encore ici, donc on va attendre un petit peu. Oui, c'est ça, ils sont remplacés, détruits, c'est tout le temps ça. Là, il fallait vendre des jouets, ok, donc il faut des nouveaux. Alors, juste, laissez-moi lire mes notes parce que je me perds dans l'histoire, parce que ça n'arrête pas de faire des allers-retours. C'est un peu compliqué par moment. Mais en gros, vous avez compris. Là, ils ont monté les marches, ils sont battus, ils se font bannir pour à la fin, Athéna dise venez me voir. Elle se coupe la tête devant eux et elle disparaît. Tout ça pour récupérer l'armure. Donc voilà, alors si on disparaît en se donnant pour mission de remettre l'armure d'Athéna, ça c'est bon. Les chevaliers d'or ramènent Athéna à Pandora et ils demandent en fait à voir Hadès. Mais sauf qu'en fait Pandora ne veut pas, quoi. Ensuite, on a donc les chevaliers, le Rhadamante qui balance les autres chevaliers directement dans le trou des enfers, et on a Seiya qui va suivre derrière. Et lui, il arrive, il s'en moque totalement. Il se jette, il se jette dans le trou là, et en fait, ils arrivent directement dans le palais. En fait, non, pardon, c'est le palais d'Hadès qui est dehors encore. Ils sont pas encore dans le trou, désolé. Je me perds un peu parce qu'à force, je l'ai lu il y a un petit moment. En fait, dans ce château d'Hadès, il faut savoir qu'ils ont 1/10 de leur force. Donc, Rhadamante, elle est hyper fort. Et là, on voit que la vie des anciens chevaliers renégats s'arrête parce qu'ils étaient gentils en vérité. Et là, ils sont vénères et on revient sur nos héros. C'est maintenant eux qui vont prendre le relais. Donc, ils arrivent en fin de vie et on découvre les nouvelles armures. Donc, Seiya, Andromède, et je crois qu'il n'y en a que 2. Voilà. Chapitre 18. Maintenant, il faut qu'ils aillent en enfer pour aller battre Hadès. Ils sont encore sur Terre. Alors, vous avez le plan des enfers ici. On y reviendra plus tard. Mais, bon, il y a des petits spectres là qui sont pas contents, tout ce qu'on veut. Ils se font battre parce que ils ont 1/10 de leur puissance. Donc, on se doute bien que ils vont pas gagner. Ils vont pas gagner avec ça. Et puis, les autres, du coup, sont ultra balèzes de base déjà. On a d'autres spectres qui arrivent, mais en gros, ils vont retourner en enfer ici. Et au moment où ils se jettent dans le trou du Mekai, donc pour aller vers les enfers, Seiya, lui, s'accroche. Ils ont pas les couilles. Il se jette dans le truc et il tombe en enfer. Sauf que pour aller en enfer, il faut savoir qu'il faut développer un sens particulier. Et donc Doko, qui ne servait pas à grand chose jusqu'à là, vient faire le professeur et leur dire il faut que vous développez votre 8e sens.
j'avoue que là, même à l'époque, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Déjà, 700, c'était beaucoup, mais 8, même à dos, ça marchait moins quand même. Donc un sens qui leur permet d'aller dans le monde des enfers. Ils se jettent tous dedans. Bien sûr, ils y arrivent, vous vous doutez bien. Et on a donc Seiya et Shun qui se retrouvent ensemble à la première porte. Et ils arrivent sur le fleuve donc d'Archeron et avec son guide son gardien qui est surpris qu'ils sont encore vivants parce que normalement on n'est pas censé être vivant. Ils se fightent un petit peu, il faut payer le truc, mais ils n'ont pas d'argent. Mais là, Shun sort un médaillon magique qu'on n'a jamais entendu parler, un médaillon qu'il a depuis tout petit parce que bien sûr il ne l'a jamais montré, mais pour raison de scénario oblige, ce médaillon maintenant est là. Et il accepte de les amener au milieu du fleuve, faire traverser le fleuve. Sauf qu'au milieu du fleuve, il change d'avis et il se bat contre Seiya et compagnie. Ils se font mettre un peu la misère, on s'en fout, ils le sauvent, etc. Finalement, il traverse le fleuve en le sauvant. Il fait quelques coups de pute plusieurs fois. Et sur la rive, Seiya, ils se font encore attaquer et Seiya là, lui donne le coup de grâce. Et c'est fini du gardien. Mais on va voir qu'ils sont pas si forts que ça en fait, hein, tous ces chevaliers qui sont dans le Mekai. Sinon, on continue et là on arrive à un tribunal, donc la deuxième prison, je crois, l'hôtel des jugements. Et il ne faut pas faire de bruit dedans. Donc là on voit qu'il y a encore des escaliers, hein, donc les escaliers, il faut arrêter d'en faire s'il vous plaît. Et Seiya, en fait, lui, il se fait reprendre en permanence parce qu'il éternue, il pète, il s'en fout en fait. Il fait de la merde jusqu'à qu'il y a le boss qui arrive qui dit bon là, il faut un petit peu se calmer. Et le boss là, il le trouve, on voit qu'il y a l'armure ici. Il ne trouve pas dans le registre. Donc là, Seiya, il hurle comme un goré. Et c'est le balai qui se fait défoncer, tout simplement. Oui, oui, non, mais en fait, c'est la seule partie comique. En fait, il pète, il éternue, les machins. Je sais pas, Kurumada, il avait envie de mettre un peu d'humour, de décalage dedans. Et là, Seiya, en fait, comment dire, trigger par un truc. Il se rappelle de tout ce qu'il a mal fait. Alors attention, attention. Il a tué un oiseau avec un caillou. Il a tué des insectes. Il a fait pleurer une fille. C'est vrai que c'est un mauvais garçon. Il a frappé ses camarades. Il a cassé un vase. Et à cause de toute cette méchanceté qu'il a eue, et du coup, il est envoyé au 6e enfer. Donc directement, mais Shun le rattrape. Donc voilà, donc si vous avez cassé un vase dans votre vie, vous finirez dans un état de sang donc infernal, sachez-le. Vous êtes foutus les gars. Donc Shun, comment dire, Shun le rattrape, il commence à se fighter, il y a une petite illusion parce que Kurumada il aime bien mettre du gore et compagnie. Et voilà. Sinon on a... c'était qui déjà? Hop. Et après voilà, Sun il découpe, mais c'est une illusion, voilà, c'est une illusion. Et après j'avais noté que Seiya et Shun sont seuls dans le truc et continuent leur route. Parce qu'en fait on découvre que c'est Kanon qui a fait l'illusion et c'est Kanon qui va pulvériser le juge. Voilà, donc Kanon qui est là, il est là en fait. Et c'est lui qui va pulvériser le juge. Alors je continue un petit peu. Il montre qu'il est avec Athéna, et après on a Radamante et Kanon qui se battent. C'est un peu compliqué à illustrer parce que c'est très brouillon en fait, quand on le lit ça arrête pas. Kanon il a quand même l'avantage parce que là il n'est pas dans le château avec 1/10 de puissance, donc il a toute sa puissance, mais Radamante est appelé par Pandora et finalement il y a d'autres spectres qui arrivent, mais il les envoie tous balader. Bon, je ne sais pas si d'un point de vue scénaristique c'était très utile de rajouter ça, mais pour Kurumada, il fallait. Ils arrivent à la 2e prison, ça y est, et là on a Pharaon, donc on a un Cerbère d'abord, et ensuite on a Pharaon, donc le sphinx de l'étoile céleste de la bête, qui est là et qui va essayer donc de se battre. On a Seiya et Shun qui mettent KO le Cerbère.
Et au moment de se battre, pendant qu'il va jouer de sa petite harpe là, on a Orphée qui arrive. Orphée, personnage très connu de la mythologie, il prend le relais. Et en fait, Orphée, c'est un chevalier d'argent d'Athéna qui s'est rangé du côté d'Hadès. Et donc, Pharaon, là, joue quand même de son instrument pour peser le cœur de Seiya. Donc, son cœur sort de sa poitrine. Donc, sorte de jugement des morts. Mais Orphée intervient, les attaque, enfin bref, ils se font un petit peu la guerre. Et quand ils sont à moitié KO, il les amène vers Eurydice, qui était son ancienne compagne à Orphée, qui s'est fait statufier, qui est toujours vivante, elle est pétrifiée, parce qu'en fait, il devait partir de l'enfer, et en fait, il s'est passé un truc, et maintenant, il reste près de sa compagne. C'est ce qu'il explique ici. Et en fait, il a vu une lumière, et cette lumière, on l'apprendra un peu après, on apprend en fait que c'est Pharaon qui lui a tendu un piège, et que c'est Pandora qui a demandé à Pharaon de faire ça. Donc la statue est bien sûr toujours vivante, hein, elle parle, mais Pharaon récupère l'armure d'Athéna, et, et donc après, ben, il y a du coup Orphée qui a compris que c'était Pharaon qui avait fait ça et qui décide de se battre contre Pharaon. Et on arrive à la fin d'Hadès, enfin de cette partie-là, il ne restera plus que 4 volumes, avec la nouvelle armure qu'on voyait ici du cygne, l'armure du dragon, et voilà, on est à la fin de ça. Donc c'est vrai que j'avais un meilleur souvenir d'Hadès. Toute la partie sanctuaire, c'était un peu long, hein. Je ne sais pas si ceux qui l'ont lu ils ont le même ressenti. J'avais quand même une impression de redite, même si on découvre l'attaque des Chevaliers d'Or, ça faisait un peu trop près de ça. Heureusement que ça s'arrête quand même au milieu, mais je pense qu'il aurait pu faire plus court. Et surtout, on sent qu'il veut mettre beaucoup d'événements, mais qui n'ont pas un intérêt majeur pour le récit. Et c'est beaucoup on rajoute des spectres, ils se battent, machin, etc., pour rajouter la tension de l'action, etc. Tout ça pour que ça finisse par, bon, Saurus se suicide. Et hop, c'est fini, on passe à la suite. Et il aurait pu peut-être alléger certaines scènes, faire un petit peu plus rapide pour aller à la suite. Par contre, maintenant, le bon truc, c'est que on est arrivé dans les enfers. Hop, donc si je remets la première image du début, ici, voilà, on est arrivé dans les enfers, donc ils sont ici. Alors, Kurumada va s'amuser à pas respecter l'ordre, hein, vous vous doutez bien. Et donc ça, c'est plutôt sympa, c'est que maintenant on est sur un nouveau champ de bataille, avec cette fois les enfers comme champ de bataille, et il va se passer plein de trucs à plein d'endroits, vous verrez, mais ça, c'est pareil, ça sera un peu compliqué à expliquer. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de suivre un peu l'ordre du manga, mais presque il faudrait que je refasse tout dans un autre ordre et que je vous raconte séparément ce qui se passe, mais ça demanderait un boulot incroyable. Donc là, quand même, c'est pas. Pourtant, j'avais un très bon souvenir d'Hadès, mais je pense que le meilleur souvenir que j'en ai, c'est à partir du moment où ils sont dans le Mekai. Et avant le Mekai, bon, faire deux Athéna exclamation double et tout, je trouve que ça manquait un petit peu de. Je sais pas, c'était un petit peu trop. Sinon, on a quand même l'ancienne édition, on a quelques petits trucs de bonus de fin. Alors, l'ancienne édition, hop là, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc, je crois qu'il n'y avait pas des bonus tout le temps, parce qu'on commence à arriver quand même à des pages importantes. Voilà, là, on avait ce bonus-là. Alors, voilà, c'était sympa, parce qu'en fait, ce sont des commentaires de fans japonais qu'ils ont repris et qu'ils ont laissé dans la version du coup française. Et c'est franchement cool, parce que voilà, tu as des personnes de 12 ans, 18 ans, tu as des mères de famille qui te disent je suis trop content d'aller acheter le Jump et tout. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Comme truc, je ne crois pas avoir vu ailleurs des interviews comme ça de japonais. Voilà, donc on retrouve bien sûr les mêmes bonus ici. Ah, on a le truc d'évolution, je crois pas que ça y était ça l'autre. Donc pareil, encore des commentaires de japonais. Donc ça c'est sympa. Des petits dessins. Donc à droite 21 ans, 13 ans, je donne les âges parce que c'est surtout ça. Et là, il y avait des lettres de lecteurs. Donc il parle justement de manga pour jeunes filles. Donc c'est un peu à part. Bon, il y a
les lettres sont plutôt positives ici. Mais c'est ici qui est plutôt intéressant. Donc il dit, hop là, voilà. Par ailleurs, j'aimerais vous soumettre une idée. Lancez un titre shoujo dans votre collection pour nous. Parce qu'au début, elle dit, ouais, mais c'est que les trucs du Club Dorothée et pour garçons, quoi. Glénat à Sailor Moon, Tonkam à Fushigi Yugi, Mekana, qu'est-ce qu'il a? Et donc elle propose 2 titres, qui est donc Cynthia ou le rythme de la vie, ou donc Glass no Kamen, donc Laura ou la passion du théâtre, ou Marmalade Boy, donc Marmalade Boy qui est arrivé chez Glénat. Et, et donc là, j'aime bien la réponse de Kana, c'est alors voilà. Cher Amel, cataloguer une BD en la destinant uniquement aux filles serait une erreur pour le public européen. En effet, comme tu as sûrement dû le constater, le lectorat de Sailor Moon ou de Fushigi Yugi est tout aussi bien féminin que masculin. Le graphisme des shoujo mangas est souvent très épuré et il faut savoir le comprendre. Candy Candy, Video Girl Eye ou les titres dont tu parles ci-dessus sont tout à fait graphiquement abordables par la majorité des lecteurs. Par contre, d'autres le sont plus que difficilement. Si toutefois nous trouvons un qui puisse plaire au public français, etc., etc., il disait voilà, ou si le public évolue suffisamment pour accepter les mangas spécifiquement shoujo, alors nous en publierons. Effectivement, Marmalade Boy a l'air d'être un titre intéressant. Et je trouvais ça intéressant de lire ce message parce qu'ils n'avaient pas encore sorti Bazara, qui a quand même un graphisme très particulier, et qui est arrivé dans une collection shoujo. Mais à l'époque, ils étaient quand même en mode, donc 1999, en mode, ouais, mais en fait, ça n'a pas d'intérêt de séparer les deux, en fait, parce que du coup, autant des garçons que des filles le lisent. Donc je trouvais ça intéressant, c'est qu'en 99, la question se posait et Kana avait l'air assez tranché, et finalement, ils sont revenus sur cette décision, je dirais, et ils ont fait une collection shoujo, et on connaît la suite de l'histoire. Euh, oui, nous aussi, on a hâte de voir ce que Kurumada nous prépare pour son histoire, mais à la fin d'Hades, quand même, il y a quand même des armures incroyables et tout, ça sera pas mal, juste pour le plaisir des yeux. Mais ouais, ça a beaucoup vieilli, j'avoue que même la nostalgie, elle a du mal à fonctionner. Ah, ça, c'est pas mal. C'est les cassettes à l'unité. Voilà, regardez, les figurines articulées, les gars. Si vous aviez su à l'époque, vous aurez tout acheté en 10 exemplaires. Donc on a ça. Moi, j'aime beaucoup les cassettes aussi avec les films. 4 cassettes, 289 francs. Des coffrets sanctuaires, première partie. Deuxième partie, 8 cassettes. Je sais pas si vous représentez 8 cassettes, mais c'est ça, 8 cassettes. Hein. C'est hyper épais. Hein. C'est génial. Qu'est-ce qu'on a après ici? Là, on revient pareil sur courrier des lecteurs japonais, courrier, courrier classique français. Je ne me rappelle plus trop ce qu'ils disent dedans, mais il y avait rien de pas. Enfin, ça se répète beaucoup. Le courrier des lecteurs commence à avoir sa limite. Et après ici, voilà, on a ça. Pareil, courrier des lecteurs et les dessins. Donc là, il n'y a pas l'âge. Mais il est très sympa celui-là. Qu'est-ce qu'on a? On n'a plus l'âge, 18 ans ici. Il est quand même très ressemblant celui-là. Pas mal. Celui-là aussi, très ressemblant. Et double concours. Qu'est-ce qu'il y avait noté? Non, les concours à l'époque, ça se faisait là. Non, après c'est tout. Donc voilà pour ça. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas fait, ce sont les petits textes de l'auteur. Peut-être qu'on pourrait se prévoir une dernière soirée en se lisant les petits textes. Peut-être ça va faire beaucoup, 28 textes d'affilée, mais à voir. Sinon, au pire, à Hades, je prends les 28, je vous les montre. Il y en aura pour 2 minutes et vous les lirez au calme. Voilà, donc maintenant que j'ai perdu à peu près les 3 quarts de mon audience avec le marathon Senseiya, on va pouvoir continuer sur les lectures. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, il nous reste une soirée pour Senseiya, après c'est terminé. J'avoue que à la fois je suis content de les relire, mais à la fois je me dis l'aspect nostalgie était pas mal quand même. Finalement, la nostalgie, ça n'a pas que du mal, c'est plutôt du bien. Si on ne relit pas ces histoires, je souhaite bonne chance à Kana avec la Final Edition parce que j'ai vraiment peur que la Final Edition
ce soit assez dur à lire pour les nouveaux qui voudront tenter ça. Voilà, je sais pas vous, mais j'ai un peu peur de ce résultat-là, hein. Allez, alors gros programme ce soir, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai acheté beaucoup de choses, je me suis un peu lâché ce mois-ci, ça faisait longtemps, et on va parler de mangas. Premier titre. Oui, c'est ça. Elle portera bien son nom, la Achève-moi édition. C'est exactement ça. En fait, en vouloir rendre hommage à Senseiya, j'ai l'impression que je le détruis en fait. C'est ça qui est affreux. C'est affreux, c'est affreux.